Bon, écoutez, bonjour à tous. Et on va poursuivre ce cours et d'ailleurs le finir aujourd'hui. Enfin, le finir, on ne le finira pas parce que l'électrochimie, ça ne se finit jamais. Mais on va tout simplement regarder l'importance de l'électrochimie et son implication vis-à-vis de l'énergie bleue et de la désalination. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit ici. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, je vais avoir trois sections dans cet exposé. Dans la première, je vais parler de l'énergie bleue ou énergie osmotique. Je vais faire quelques rappels sur les principes et autres, les chiffres associés à l'abondance de cette énergie, les moyens de la récupérer et les procédés par pression osmotique ou par électrodialyse et ainsi de suite, en introduisant le stockage capacitif pour ces applications. Ensuite, je passerai entre le lien entre l'énergie bleue et la désalinisation. Et là aussi, je vous montrerai la relation qu'il y a entre les deux et finalement avec une interface qui est, je dirais, relativement étroite. Donc là aussi, on verra les points de récupération. On s'intéressera aux sels classiques et également aux sels de lithium. Et enfin, je conclurai ce cours par les challenges défiés à cette récupération de l'énergie bleue. Et également, j'introduirai brièvement un cours que je n'ai pas pu faire cette année sur ce que j'appelle le sensing et le monitoring. Donc, tout d'abord, on va voir ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on appelle l'osmose. Alors, l'osmose, c'est relativement simple. C'est-à-dire, vous prenez par exemple deux récipients, comme indiqué ici, dans lequel vous avez un solvant pur, le milieu A, et un solvant plus insoluté, le milieu B, qui va être séparé par une interface semi-perméable. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, il va y avoir tout simplement un flux d'eau de la région la moins concentrée vers la plus concentrée. Et cela, on le voit très bien avec, comme vous pouvez voir ici, une augmentation de ce niveau dans ce tube qui est passé dans ce réservoir. Donc, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, il va y avoir un flux de la zone, je répète, la moins concentrée à la plus concentrée. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle directement la pression osmotique, ou plutôt c'est la pression qu'on va devoir mettre à ce flux pour s'y opposer. Et cette pression est donnée par cette relation pi égale x, qui va être directement la concentration, R, comme vous connaissez tous, T, et bien sûr, comme indiqué ici, le volume. Et vous apercevez que cette relation elle est très voisine de la relation des gaz parfaits. Et c'est avec ça qu'on va un peu jouer. Alors pourquoi ce problème osmotique? Pour la bonne et simple raison que si maintenant cette pression osmotique, on peut la calculer dans différentes eaux de mer. Et dans différentes eaux de mer, on peut voir que la pression osmotique est, regardez, de 29,7 atmosphères. Et bien sûr, elle va changer en fonction de la concentration en chlorure de sodium. Avec bien sûr cette constante ou cette valeur qui sera d'autant plus importante que le sel sera riche en chlorure de sodium. Et je vais vous montrer que ce problème de pression osmotique, finalement, est un phénomène de tous les jours que l'on voit dans la nature, mais également qui est très utile dans notre corps humain pour son fonctionnement. Tout d'abord, le rôle fondamental des systèmes biologiques, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, cette pression osmotique est responsable pour l'absorption d'eau dans les arbres via les racines. Et en effet, par exemple, si vous prenez un séquoia à 130 mètres, eh bien, cela correspond à une poussée de 12 atmosphères pour tout simplement faire passer la sève ou monter la sève à partir de l'absorption d'eau qu'il va y avoir, c'est-à-dire ce flux, une fois de plus, des zones moins concentrées à des zones plus concentrées. Il y a un domaine où c'est encore plus important, c'est celui, je dirais, du corps humain et du sang. Vous avez les globules rouges qui sont bien sûr constitués, comme on peut voir ici, de membranes. Et bien là aussi, l'environnement sera important. On a, je dirais, dans ce cas, des pressions osmotiques de 7,3 atmosphères. Et vous voyez que si je prends un globule rouge avec la membrane dans laquelle je vais avoir, dans ce cas, eh bien, un excès d'eau vers l'extérieur, eh bien, je vais avoir un éclatement qui va faire ce que j'appellerais l'hémolyse. Par contre, si j'ai une raison moins concentrée, eh bien, on aura dans ce cas la plasmolyse. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans les hôpitaux, vous avez tout simplement des injections du sérum physiologique qui est à 9% en taux ou en 0,9%, excusez-moi, en taux de NaCl. Tout ça, c'est pour ajuster la pression osmotique entre sérum et directement les membranes de vos globules rouges. Et on peut continuer ainsi et trouver d'autres exemples. Un autre exemple est également lié à la vie des bactéries. Eh bien, la vie des bactéries, dans ce cas, va être affectée également fortement par la pression osmotique.
Et d'ailleurs, on s'en sert, c'est ce qu'on sert d'ailleurs pour la conservation des viandes ou des fruits. Lorsqu'on va mettre, vous prenez du jambon, vous allez le saler. Pourquoi vous allez le saler? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va tuer à partir de cela les bactéries. D'où par conséquent, on pourra le conserver. Donc voilà, si vous voulez, à quoi cela sert. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas regarder tous ces aspects biologiques, puisqu'on va regarder les aspects énergétiques. Et dans ces aspects énergétiques, on va voir comment on peut récupérer cette énergie que j'ai appelée osmotique. Alors là, vous avez un phénomène de pression osmotique, osmose inverse, que je verrai par la suite, ou que je vais mentionner par la suite, dans lequel on va pouvoir, dans ce cas, également s'en servir pour purifier les eaux, et ainsi de suite. Et enfin, on regardera l'électro-osmose, qui est un transfert de liquide à travers une membrane, qui va être induit sous, je dirais, l'impulsion d'un champ électrique. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on va regarder. Alors la question, c'est pourquoi cette pression osmotique est reliée à l'énergie et qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, pour cela, il suffit de retourner un papier d'un Anglais de 1950, qui est Robert Pattle, qui a écrit ce test indiqué ici, dans lequel, finalement, il a suggéré qu'on pouvait tout simplement récupérer l'énergie ou l'entropie due au mélange de deux solutions salines de concentration différentes. Et il a montré qu'en ce cas, il y avait une énergie considérable où, par exemple, à partir d'un mètre cube, on pouvait récupérer l'énergie équivalente à, tout simplement, la chute de 1 mètre cube dans une cascade de 250 mètres. D'où, il a démontré cela, et à l'époque, il a même construit la première pile hydroélectrique, qui, comme vous pouvez voir ici, est constituée de 47 membranes acides et membranes basiques, bien sûr placées en série, dans lesquelles il allait intervertir, dans ce cas, les eaux à différentes concentrations. Et grâce à cela, il a pu obtenir un potentiel de 3,1 volts et sur un fonctionnement de 3 mois. Ce qui vous montre finalement qu'il y a du potentiel à récupérer cette entropie ou cette énergie de mélange de ces différentes solutions. Alors c'est intéressant parce que ces travaux sont quand même restés, je dirais, ils n'ont pas été poursuivis pendant de nombreuses années et des gens ont commencé à regarder cela, essayer de faire des calculs et voir finalement quelle pourrait être ou quelle est finalement la potentialité totale de ces sortes d'énergie sur notre planète. Et ici, vous avez tout simplement des calculs qui sont faits directement entre la rivière l'Amazone qui se jette dans l'océan Atlantique, comme indiqué ici. Vous avez le débit de l'Amazone et on peut faire des calculs à partir de cela et on s'aperçoit que l'on pourrait récolter 1 à 2 terawatts d'énergie associée tout simplement à ce mélange de solutions salines, et ainsi de suite. D'où, cela veut dire, c'est que finalement, il y a un potentiel d'énergie qu'on n'utilise pas, qui est, je dirais, 2 fois supérieur à l'énergie hydraulique qu'on utilise chaque année, 10 fois supérieur à l'énergie provenant des éoliennes et 25 fois à l'énergie provenant du soleil. Et de plus, ces énergies, eh bien, elles ne sont pas directement, elles sont non intermittentes, comme indiqué ici. Et bien sûr, là, on mentionne tout simplement que les différentes salinités associées aux océans, nous avons beaucoup d'eau usée qui proviennent tout simplement de l'industrie, de différentes sortes de fabrication de minerais et ainsi de suite, qui pourraient également être utilisées pour récupérer cette énergie saline. Alors la question, c'est finalement comment la récupérer, et vous allez voir finalement que là, c'est la difficulté à faire cela. Alors pour la récupérer, eh bien, il y a le procédé qu'on appelle le procédé par pression osmose retardée, d'où là, eh bien, ce n'est rien d'autre que le schéma que j'ai mis sur le premier transparent. Vous avez deux flux, l'eau douce non salée et l'eau salée. Dans le cas, vous avez ce flux qui est la pression osmotique qui va tout simplement conduire à cette montée, à cet écoulement. Et tout ça, vous allez utiliser cela dans une turbine pour produire l'électricité. Ce qui fait qu'en ce cas, le flux généré eh bien, va entraîner cette turbine et produire l'électricité. Eh bien, ça, c'est actuellement développé par une compagnie qui fait ça en Norvège. C'est la compagnie Statkraft. Alors, si vous regardez ici, eh bien, la puissance théorique, c'est tout simplement une formule qui est indiquée, qui est égale à cette variation de pression osmotique ΔP que multiplie Q, qui est tout simplement, dans ce cas, et le flux d'écoulement. Et grâce à cela, on peut obtenir des énergies qui sont aux alentours de 1 watt par mètre carré,
qui sont inférieurs aux 5 watts par mètre carré escomptés. La difficulté en tout ça, eh bien, tout simplement, ça provient de la membrane. Et vous allez voir tout cet exposé d'ailleurs, le rôle considérable des membranes, où le flux d'écoulement eh bien, reste relativement faible. D'où il va falloir de nouveau concevoir, dessiner des membranes, et vous allez voir ce progrès continuel au travers de cet exposé. Alors ensuite, une autre méthode qui a été utilisée, c'est la méthode qu'on appelle le procédé d'électrodialyse inverse, où là, on va commencer à utiliser des membranes cationiques ou anioniques. Membranes cationiques ou anioniques, c'est tout simplement des membranes qui vont être perméables aux cations, lorsque je dirais cationiques, et aux anions anioniques. Et si on regarde, dans ce cas, une cellule par elle-même, comme indiqué ici, bien, vous voyez ici le flux d'eau salée et d'eau douce, avec ici les deux membranes, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, vous avez la membrane ionique qui va laisser passer les ions Cl-, alors que la membrane cationique va tout simplement laisser passer les ions Na+. Et vous voyez qu'en ce cas, on est en train directement d'enrichir l'eau douce en ions sodium et en ions chlorure. Et cette cellule est dessinée de façon asymétrique pour avoir dans ce cas un flux ou un courant ionique. Et ce courant ionique, on va le récupérer tout simplement par des eaux de rinçage dans lesquelles on va transformer ce courant ionique en courant électrique. Et ça aussi, je tiens à préciser, c'est vraiment la difficulté dans cet exposé, comment utiliser tous ces ions, ce courant ionique, et le transformer en courant électrique. Et c'est là que vous allez voir, finalement, tous les systèmes électrochimiques qu'on a déjà vus, les batteries, les supercondensateurs, les cellules à flux circulaire, redox flow, mais tout ça va être directement utilisé pour récupérer cette énergie. Et dans ce cas, eh bien, on va tout simplement coupler avec des électrodes, comme positives et des électrodes négatives, qui vont être dans des eaux de rinçage, avec dans ce cas le couple redox Fe2+, Fe3+. Ce qui fait qu'on va transformer ce potentiel en électrons via ce couple redox. Donc vous avez ici une cellule indiquée, une seule cellule pour l'électrodialyse, dans laquelle vous voyez les membranes dont je vous ai mentionné, avec la cathode et l'anode, et ici les eaux de rinçage. Alors bien sûr, lorsque vous avez de tels systèmes, vous allez avoir des potentiels relativement faibles, aux alentours de 130 ou 140 millivolts, mais même peut-être moins. Donc par conséquent, lorsque vous allez avoir un instrument ou un système réel, eh bien, vous allez avoir des séries de ces différentes cellules, c'est-à-dire voire 50 ou 100 cellules, comme indiqué ici, pour avoir des potentiels, je dirais, considérables, et ainsi de suite. Et ça aussi, eh bien, c'est des technologies qui sont développées, notamment en Hollande, par la compagnie Redstack. Et là, on peut obtenir des puissances de 8 watts par mètre carré, mais la problématique du stockage osmotique, c'est une fois de plus que l'efficacité est trop faible. Et tout cela provient du flux d'écoulement de la membrane et des besoins nécessaires de meilleures membranes pour augmenter, je dirais, cette efficacité. Et par conséquent, il faudrait, dans ce cas, eh bien, trouver des membranes dans lesquelles on pourrait s'affranchir de cette séparation des espèces moléculaires. Parce que dans ce cas, j'ai toujours des sels, et j'essaie tout simplement de séparer ce sel ou de le mettre en ion, en cation et en anion. Et dans ce domaine, je dirais, il y a une avancée relativement considérable qui a été faite il y a de cela 7-8 ans, d'ailleurs par un chercheur de l'ENS, Lédéric Bocquet, qui a effectué cela. Alors c'est intéressant là aussi parce que ce n'est pas un truc nouveau, mais ça a été des travaux qui avaient été faits dans le passé, dans les années 1940. Il y avait ce chercheur, Derjarguin, qui avait observé finalement qu'il y avait à l'interface des courants d'ions relativement importants. Et à l'époque, on parlait directement de diffusion osmotique. Cette diffusion osmotique, eh bien, c'est, comme vous pouvez le voir ici, c'est un mécanisme de surface qui est généré par un gradient de pression osmotique se produisant dans les quelques nanomètres entre la surface et le liquide. Et de par cela, eh bien, il s'établit un courant ionique très important à cette surface. Et ce courant ionique, maintenant, ne demande plus une séparation des charges ou des espèces, mais est tout simplement associé à des ions à la surface de cette interface. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que cela donne. Alors bien sûr, ce gradient, il va être responsable pour ce courant de diffusion osmotique. Ce courant de diffusion osmotique, c'est des quantités considérables
d'ions qui vont directement voyager le long de ce tube, par exemple, et on peut, bien sûr, regarder cela au niveau des équations, et on peut en déduire, comme indiqué ici, que ce courant ionique osmotique est égal et fonction du nombre de pores, fonction du rayon des pores, de la charge de surface et de la vélocité, c'est-à-dire de la vitesse, qui est inversement proportionnelle à L. Et par conséquent, on s'aperçoit que, dans ce cas, bien, cette résistance ionique ou cette puissance peut augmenter fortement avec tout simplement le courant osmotique. Ce qui fait qu'en dans ce cas, on peut obtenir plusieurs kilowatts par mètre carré. Alors pour obtenir ces plusieurs kilowatts par mètre carré, mais bien sûr, il va falloir jouer avec tous les paramètres dont je vous ai mentionnés ici, c'est-à-dire le rayon du pore, la charge de surface et ainsi de suite. Eh bien, je dirais que c'est tout ça que les chercheurs tentent de faire depuis déjà 7-8 ans, voir comment, au niveau de la nanostructure, en utilisant des techniques de nanofluidique, on peut augmenter finalement cette interface et cette membrane et ce nombre de transports ou sa perméabilité. Alors, il y a eu beaucoup de travaux en prenant différentes sortes de matériaux, dont je mentionne ici, comme le graphène, le nitrure de bore, le MOS2, TiO2, ainsi de suite. Et tous ces matériaux, ou certains de ces matériaux, je dirais, pas tous, présentent des propriétés intéressantes de surface, avec des charges de surface relativement élevées, de l'ordre de 1 coulomb par mètre carré. Et dans ce cas, eh bien, on voit que c'est les matériaux, ou la caractéristique finalement de ces matériaux, est, je dirais, la ionocovalence des liaisons de surface, avec un meilleur comportement si vous avez, dans ce cas, des liaisons plus ioniques. C'est la raison pour laquelle TiO2, par exemple, s'est avéré être, je dirais, un matériau excellent pour avoir cette conduction ionique. Et ça, je dirais, c'est ce qui se fait aujourd'hui en ayant des puissances, comme vous pouvez voir ici, de 700 watts par mètre carré et de 1000 watts par mètre carré qui ont été démontrés à l'échelle du laboratoire. Mais je répète une fois de plus, on est en train de parler ici de ionique. Et là, une fois de plus, la question est comment on va pouvoir transformer ce courant ionique en courant électrique. Bien là, c'est le challenge que certains chercheurs tentent de réaliser, et notamment, il y a une compagnie qui a été créée à Rennes, qui est basée sur ce principe, ou qui exploite, je dirais, cette diffusion osmotique pour faire des systèmes relativement intéressants. Et là aussi, eh bien, vous voyez tout simplement la membrane, une membrane qui a été faite de façon, je dirais, physique, sur laquelle les chercheurs ont déposé une couche TiO2 par ALD. Et on a, dans ce cas, de très bonnes conductions ioniques. Et aujourd'hui, eh bien, essayer de contrôler des systèmes de flux circulant, de redox flow, pour récupérer cette électricité. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait. Alors ça, c'est intéressant. Il y a, je dirais, un potentiel énorme sur cette approche. Cependant, à ce jour, ça n'a pu être concrétisé par faute de savoir récupérer ce fameux courant. Alors, des travaux parallèles sont faits en utilisant d'autres systèmes et des systèmes que vous connaissez relativement bien, puisqu'on a traité ça, je crois, il y a 4 ou 5 ans, qui sont les supercondensateurs. Alors, les supercondensateurs, eh bien, sont des systèmes qui fonctionnent sur le principe à double couche. Vous avez sur les modèles de Gouy, Chapman et Stern, et vous avez ici directement cette interface. Vous avez la double couche absorbée et la double couche diffuse. Et dans ce cas, bien, dans la double couche diffuse, les ions se répartissent, je dirais, par diffusion, c'est-à-dire de façon à avoir une homogénéité de répartition, mais il va y avoir un équilibre entre cette diffusion, je dirais, homogène et les contraintes électrostatiques qui vont faire en sorte qu'ils vont promouvoir les ions à la surface de l'interface. Et dans ce cas, bien, on va utiliser des carbones qui vont avoir différentes sortes de porosités qu'on verra par la suite. Eh bien, ce qui est intéressant de regarder dans ces systèmes, c'est finalement ce qui se passe une fois de plus entre ce potentiel d'interface et l'épaisseur de l'interface. Cela peut être déduit par la simple formule indiquée ici, dans laquelle l'epsilon représente les perméabilités. Et vous avez la relation entre l'épaisseur et la concentration. Et vous avez une relation inverse entre ces deux paramètres. Ce qui veut dire, c'est que l'épaisseur et le potentiel, bien, va augmenter lorsque la concentration va diminuer. Et ce constat va être important par la suite pour voir le fonctionnement ou la récupération de cette entropie associée au mélange par ce système de double couche. Alors, si on regarde le premier instrument qui a été construit sur ce principe, eh bien, c'est un instrument dans lequel vous avez 2 électrodes de carbone
qui sont dans ce cas juste à poser. Avec, une fois de plus, vous voyez, les réservoirs d'eau salée et d'eau douce pour créer ce mélange énergétique. Et ce qu'on regarde ici, c'est que les chercheurs ont mesuré tout simplement le fameux potentiel dont j'ai mentionné auparavant en fonction tout simplement de différentes concentrations en se plaçant à des quantités de Coulomb relativement constantes. Et vous apercevez, comme la formule l'a indiqué, que automatiquement le potentiel augmente lorsque, dans ce cas, la concentration va diminuer. Ce qui fait que si on regarde au niveau potentiel, vous apercevez que lorsque je vais tout simplement changer, si je peux dire ici, d'eau salée en eau douce, eh bien, je vais tout simplement gagner aux alentours de 40 millivolts. Eh bien, c'est sur ce principe que les chercheurs ont utilisé ce couplage de supercondensateurs pour récupérer cette énergie de mélange. Et vous allez voir comment cela a été fait, et ça va vous rappeler à beaucoup d'entre vous certains systèmes que vous connaissez. En effet, ce qu'on va utiliser maintenant, eh bien, c'est tout simplement un supercondensateur que l'on va tout d'abord charger aux alentours de 300 millivolts. Ensuite, eh bien, dans ce cas, on va tout simplement changer la nature de l'eau. On avait de l'eau salée, on va remplacer tout simplement, dans ce cas, par de l'eau douce. Ce qui fait que si je regarde le potentiel en fonction de la charge passée, vous voyez ici tout simplement ma charge. Ensuite, je suis en train directement de changer de mélange. Troisième étape, eh bien, je vais tout simplement, dans ce cas, décharger. Et lorsque je décharge, eh bien, vous voyez que je décharge un potentiel plus haut. Et finalement, je vais terminer mon cycle, comme indiqué ici, tout simplement en renvoyant de l'eau salée dans mon supercondensateur. Et vous voyez que lorsque je fais ce cycle, eh bien, je vais récupérer l'énergie parce que je vais décharger un potentiel qui est supérieur à celui que j'ai chargé. L'énergie que je récupérais, eh bien, est de 5 microjoules. C'est ce qu'on peut obtenir lors d'un cycle, et je vous montrerai l'importance de cela. Et comme je vous disais, tout cela, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle rien d'autre que le moteur à 4 temps, dans lequel vous avez tout simplement ici des étapes de compression, des étapes de passage à vide, des étapes d'expansion, et ainsi de suite. Et là aussi, le travail fourni par un moteur vient du fait que la décharge, qui correspond ici à une expansion, eh bien, est supérieure à la charge. Et c'est la raison pour laquelle vous avez toute cette énergie qui est libérée. Eh bien, si on regarde cela, eh bien, grâce à des condensateurs, on peut avoir, je dirais, des valeurs relativement conséquentes. Et bien sûr, ça va dépendre de la sorte de carbone, et on va la voir par la suite qu'on va utiliser pour ce genre d'application. Et tout cela, eh bien, les rendements ou l'efficacité, eh bien, c'est, je dirais, équivalent, si ce n'est supérieur, comme on va voir par la suite, aux méthodes qu'on a vues auparavant, qui sont tout simplement l'osmose retardée ou l'électrodialyse inverse. Donc, bien sûr, vous avez vu le principe, d'où par conséquent maintenant, eh bien, ça va être finalement un jeu de choisir de bonnes électrodes pour maximiser, si je peux dire, cette énergie qui est indiquée ici, ce delta G entre ces différentes courbes. Et pour ce faire, eh bien, il va y avoir pas mal de solutions où on va repasser finalement toutes les électrodes qu'on a vues auparavant en électrochimie, c'est-à-dire des électrodes qui vont avoir tout simplement des comportements capacitifs, ainsi que des électrodes qui vont avoir des comportements faradiques. Vous avez ici le cas que vous avez traité, le cas du supercondensateur classique. Vous pouvez avoir le cas des électrodes avec membrane ionique, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va parler de systèmes, je dirais, avec des câbles, des supercâbles de surface. Et enfin, on peut avoir tout simplement le cas d'électrodes qui ne sont plus maintenant capacitives, mais qui sont faradiques. Et on va voir là aussi comment cela fonctionne. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que là aussi, on peut faire pas mal de choses, beaucoup d'innovations, c'est-à-dire que, bon, on peut prendre 2 électrodes de carbone symétriques, mais on peut également modifier une électrode par rapport à l'autre, et on peut finalement arriver à faire en sorte que ce système ne consomme plus d'énergie, c'est-à-dire s'auto-alimente, non bien sûr pas pour les pompes pour changer le flux, mais les réactions de charge et décharge, on peut, dans ce cas, avec un choix astucieux des électrodes, faire en sorte que ce système s'auto-alimente. Et on peut obtenir des puissances de 50 milliwatts par centimètre carré. Et là aussi, il y a beaucoup moins de limitations avec ces systèmes d'autodécharge que qu'on avait sur des systèmes classiques. Alors, une illustration de ce qu'on peut faire maintenant avec des électrodes non capacitives
mais plutôt des électrodes faradiques. C'est un exemple dans lequel maintenant on va utiliser, eh bien, puisqu'on doit avoir, dans ce cas, traité le chlorure au sodium, on va prendre des électrodes qui vont être des électrodes d'intercalation. Dans ce cas, un composé du manganèse, la phase NaX MnO2, ou plutôt la phase Na2M5O10, qui est la phase finalement Na044 MnO2, avec une électrode d'argent. Et ce qu'on va faire ici, eh bien d'abord on va charger, c'est-à-dire qu'on a l'eau douce, et on va charger, c'est-à-dire que charger, ça veut dire qu'en ce cas, mes électrodes, eh bien, elles ont déjà tout simplement les ions à l'intérieur. Vous allez, dans ce cas, relarguer les ions dans tout simplement cette eau douce. Vous allez avoir de l'eau salée, vous allez avoir l'étape, je dirais, de changement de flux en mettant de l'eau de mer, et vous avez, dans ce cas, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Et là aussi, eh bien, vous allez tout simplement récupérer cette énergie de mélange ou cette énergie anthropique associée à ces mélanges de différentes solutions salines. Et dans ce cas, eh bien, comme automatiquement des électrodes faradiques ont des capacités supérieures à des électrodes capacitives, eh bien, c'est la raison pour laquelle, là, on n'est plus à 5 millijoules comme auparavant, mais on peut augmenter considérablement ce rapport. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait à ce niveau. Tout ça, c'est un peu pour montrer comment, avec les méthodes électrochimiques, on a vu l'électrodialyse, qui est un aspect électrochimique, on a vu les supercondensateurs et on a vu les batteries, on pouvait récupérer ça. Alors maintenant, eh bien, on va voir comment on peut jouer entre cette récupération d'énergie et finalement, ce qu'on a à faire chaque fois, c'est les différentes salinités, d'où voyons ce qu'on peut faire au niveau de la désalinisation. D'où, c'est un peu le deuxième point de l'exposé que je vous ai mentionné, où maintenant, je vais regarder le problème un peu différemment, dans lequel, si je réécris ma relation au départ, vous avez bien sûr que delta G est égal à delta H moins T delta S, c'est bien classique. Dans le cas des solutions idéales, je vais supposer que delta H égale 0. Donc, par conséquent, vous voyez que j'ai delta X peut être supérieur à 0, entropie. Et ce qu'on a vu dans ce cas, on peut récupérer l'énergie. Et c'est ce qu'on a fait grâce, tout simplement, à des systèmes de supercap ou de batterie ou de dialyse, et ainsi de suite. Et maintenant, je vais faire différemment. Plutôt que de récupérer cette énergie, je vais utiliser l'énergie et je vais tout simplement arriver à séparer, à dessaler ou à purifier les eaux. Et ça, c'est la deuxième partie que je voulais traiter maintenant. Ce sont les problèmes de dessalination. Et ça aussi, je dirais, c'est presque aussi important aujourd'hui dans notre monde que, finalement, l'énergie. Aussi important, comme indiqué sur ce transparent, dans lequel, si on regarde un peu des statistiques, on voit qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une personne pour 7 dans le monde dans laquelle l'eau n'est pas disponible. De plus, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'extraction d'eau souterraine qui entraînent des pénétrations progressives de l'eau salée dans les puits, d'où par conséquent, il y a un besoin considérable de trouver des moyens économiques de purifier cette eau. Alors, bien sûr, il y a des technologies qui existent, dont elles sont mentionnées ici. Vous avez la technologie qui est la plus populaire, et on va en reparler brièvement par la suite, c'est l'osmose inverse. Vous avez également, dans ce cas, des technologies, bon, je dirais classiques, mais qui ne sont pas économiques, c'est la distillation, qui consiste tout simplement, dans ce cas, à chauffer, évaporer l'eau et récupérer directement le sel. Et vous avez l'électrodialyse et autres. Et, bien sûr, là aussi, il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle au niveau des laboratoires pour trouver des moyens, je dirais, beaucoup plus efficaces de façon à purifier cette eau. Et vous allez voir que là aussi, eh bien, ça va être tout simplement des problèmes de membrane. Alors, je vais vous mentionner un peu ce qui se fait aujourd'hui et vous montrer les recherches en cours qui ont, je dirais, durant ces 5 ou 6 dernières années, conduit à un développement relativement important. Alors, comme vous voyez ici, vous avez l'électrodialyse, vous avez l'osmose inverse. Bon, l'électrodialyse, eh bien, je crois que vous l'avez mentionné, c'est tout simplement, dans ce cas, la séparation, l'utilisation des membranes sous l'effet d'un champ électrique qui va vous permettre tout simplement de séparer de l'eau salée de ces différents constituants. Vous avez ici le principe, vous avez tout simplement, dans ce cas, une solution à traiter avec une membrane cationique et une membrane anionique. Et bien, dans ce cas, la membrane cationique va laisser passer le sodium, okay, la membrane anionique va laisser passer le chlore, et vous sortez tout simplement avec un concentrat de chlorure au sodium. On peut
sophistiquer le système, et dans ce cas, utiliser, comme on peut le voir ici, des systèmes bipolaires. Et dans le cas de systèmes bipolaires, avec le bon agencement des membranes, eh bien, on peut prendre, dans ce cas, des solutions avec mélange acide ou basique, et en jouant avec la répartition des flux, eh bien, on peut tout simplement arriver à tout simplement avoir des solutions purement basiques et purement acides. Et ça, je dirais, c'est des technologies qui sont relativement courantes et fortement utilisées. Ensuite, eh bien, la technologie qui est la plus utilisée, eh bien, c'est celle que je vous ai mentionnée auparavant, c'est dans ce cas l'osmose inverse. Osmose inverse, ça veut dire qu'en ce cas, rappelez-vous la pression osmotique, le flux allant de la zone moins concentrée à la zone plus concentrée, eh bien, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ou maintenant, c'est qu'on va tout simplement appliquer une pression pour directement faire passer les molécules d'eau, c'est-à-dire les libérer de différentes solutés. Et bien, pour cela, on va utiliser le montage indiqué ici, mais une fois de plus, vous voyez que ce qui va être clé en tout ça, ça va être la membrane. Alors, cette membrane, eh bien, effectivement, il faut qu'elle ait une haute perméabilité, et ça, c'est vraiment l'élément clé. Et bien sûr, il faut qu'elle ait aussi d'autres propriétés, parce que lorsqu'on parle de purification d'eau, il ne faut pas croire qu'on a tout simplement que du chlorure au sodium, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres éléments dans l'eau, des surfactants, des produits, des bactéries, et ainsi de suite, qui vont souvent bloquer les filtres ou bloquer les membranes. Et tout ça va être un problème clé. D'où il nous faut une stabilité dans le domaine du pH. Là aussi, on a des pH qui varient sur un grand domaine. Bonne perméabilité, je l'ai mentionné. Stabilité mécanique, parce qu'on est quand même avec des pressions qui ne sont pas gigantesques, mais qui sont relativement conséquentes. Une bonne sélectivité pour éviter l'encrassement biologique. Et enfin, bien sûr, des rejets, avoir des fonctionnements jusqu'à 99 à 99,8%. D'où, au jour d'aujourd'hui, eh bien, les membranes qui sont utilisées, c'est des membranes, je dirais, à support de polysulfone, avec des dépôts de polyamide pour avoir toutes les propriétés de surface vis-à-vis de la purification et de la sélectivité des différents éléments. Alors, c'est un procédé qui est utilisé à la grande échelle. Il y a eu des progrès énormes au niveau des membranes, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ces progrès ont conduit à, je dirais, à un abaissement des coûts de purification. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, voilà à peu près où est-ce qu'on en est. Et là, c'est les meilleurs chiffres qui peuvent être obtenus. Vous voyez que ces chiffres n'évoluent plus, car on arrive finalement à un problème, je dirais, considérable, qui est presque à la quadrature du cercle. Comment améliorer ces membranes pour avoir de meilleurs rendements. Et la difficulté, elle est ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, l'eau, comme je vous le disais auparavant, elle ne contient pas que du chlorure de sodium. Il y a des produits, je dirais, nocifs qu'elles contiennent, qu'on est obligé de se défaire auparavant, c'est-à-dire de traiter ces eaux, et tout cela va entraîner de nouveau des spécifications au niveau des membranes. D'où il faut développer des membranes à haute sélectivité, mais pour développer des membranes à haute sélectivité, c'est-à-dire qu'on va faire toute une chimie de greffage à la surface des membranes, et on va tout simplement dans ce cas, eh bien, automatiquement diminuer leur perméabilité. Ce qui fait que finalement, on arrive à un point où les progrès dans ce domaine sont relativement faibles, et vous le voyez très bien par ces valeurs qui sont en train directement de stagner. Alors, un domaine qui s'est fortement répandu, vous allez voir, qui a conduit à des applications, eh bien, c'est un domaine qu'on a vu déjà, on va réutiliser ce qu'on a vu auparavant, mais pour la récupération d'énergie. Maintenant, on va l'utiliser pour la désalinisation. Et ça, eh bien, ça va être tout simplement ces fameux supercondensateurs, une fois de plus. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va tout simplement profiter de leur propriété, qui est tout simplement d'absorber des ions à la surface, dans la double couche, et ainsi de suite. Et on va tout simplement envoyer de l'eau, par exemple salée, et après absorption, eh bien, à la surface, ils vont, dans ce cas, elle sera directement de l'eau douce. D'où, comment cela fonctionne? Bien sûr, relativement simple. C'est-à-dire que maintenant, si je peux avoir un potentiel supérieur à 0, je vais avoir l'absorption des ions. Ça veut dire qu'en ce cas, vous voyez l'eau de mer qui arrive. Les ions vont tout simplement aller à leurs électrodes correspondantes, c'est-à-dire que vous allez les piéger, et vous allez tout simplement relarguer de l'eau dessalée. Et là, bien sûr, c'est une consommation d'énergie. Et ensuite, eh bien, maintenant, si vous faites delta V égale 0 ou delta V inférieur à 0, eh bien, c'est le phénomène inverse. On prend, dans ce cas, de l'eau de mer, et on peut tout simplement
avoir une saumure qui a plus grande concentration, comme indiqué ici. D'où pour la récupération d'énergie. Donc voilà, si vous voulez, comment ces systèmes fonctionnent. Et vous allez voir qu'il va y avoir pas mal d'améliorations. Améliorations qu'on a déjà vues, je dirais, les différents aspects. Vous allez voir que dans ce cas, bien, une des premières améliorations bien, va être tout simplement l'ajout de membranes. Alors, j'avais oublié, effectivement, ces systèmes marchent, je dirais, de façon correcte pour des concentrations à moindre de 10 grammes par litre. Pour la bonne impression, c'est que vous ne voulez pas saturer les électrodes, mais il y a un problème d'ajustement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, vous allez voir qu'on va couper autre chose maintenant. On va couper tout simplement ces électrodes de carbone avec des membranes échangeuses cationiques et échangeuses anioniques. Alors, la question, c'est qu'on peut se demander pourquoi on va faire ça. Mais on va faire ça pour deux raisons. Tout d'abord, ces membranes, on peut les fonctionnaliser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en les fonctionnalisant, leur donner une spécificité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir laisser passer, par exemple, ou séparer des nitrates, des chlorures, et ainsi de suite. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ici, dans ce cas, ces courbes, dans laquelle vous voyez, dans ce cas, la concentration en sel absorbée, et ainsi de suite, vous apercevez qu'on a de meilleures performances avec la membrane. Pour quelle raison? Eh bien, c'est relativement simple, c'est-à-dire que maintenant, dans mes électrodes de carbone, vous savez que vous avez tout simplement ce que j'appellerais des coions, c'est-à-dire des ions qui vont maintenant être piégés dans votre électrode, ne pourront pas sortir, mais ils vont servir à attirer directement. Vous avez dans ce cas un coion qui va être moins, il va dans ce cas attirer une espèce de plus. Ce qui fait que vous avez directement, en ce cas, doté votre électrode d'une capacité supérieure, la raison pour laquelle vous avez ici ces courbes comme indiqué. Tout ça, si vous voulez, c'est l'avantage de du supercondensateur. Alors bien sûr, les supercondensateurs, je vous montre, je dirais, que les points positifs, mais lorsque vous voulez dessiner de tels systèmes, il y a pas mal d'autres problématiques que vous êtes obligés de prendre en considération. Et parmi ces problématiques que j'ai essayé d'indiquer sur le transparent, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, voilà les bases, je dirais, ou les propriétés qu'on doit avoir pour avoir cette, je dirais, déionisation capacitive. Bon, il vous faut bien sûr un stockage capacitif maximum, que vous pouvez ajuster avec différentes sortes de carbone en jouant sur les micropores et les macropores. Il faut aussi que vous contrôlez la cinétique des ions, parce que je vous ai parlé des sodium plus et Cl-, mais vous avez également du H+, et du OH-, qui peut vous perturber tout simplement la migration à l'intérieur de ces micropores. Et enfin, ce qui est très important aussi, c'est que vous savez tous que les carbones, eh bien, ils sont des surfaces, ils sont activés. Ils sont activés avec des groupements carbonyles ou des groupements carboxyles, également avec des groupements amines. L'un étant négatif, l'un étant positif, eh bien, ça va faire des surfaces amphotères qui vont également ensuite être fonction du pH. D'où là aussi, il faudra bien contrôler cela. Et enfin, tout ce que vous ne voulez pas, eh bien, c'est finalement les réactions que le carbone peut avoir avec différents constituants de vos solutions, de vos électrolytes. Si vous avez des quinones, vous avez des réactions avec des quinones. Vous avez des réactions, bien sûr, avec, il peut favoriser l'électrolyse de l'eau et également, vous pouvez également avoir l'oxydation du carbone. Donc voilà, si vous voulez, les spécificités que ces carbones ou ces membranes doivent s'affranchir. Alors, si on regarde les matériaux pour ces sortes de supercondensateurs, pour cette déionisation capacitive, eh bien, le cahier des charges est le suivant. Il faut bien sûr des carbones de grande surface spécifique, car ça va directement absorber pas mal d'ions, des conductivités ioniques et électroniques relativement correctes, une bonne mouillabilité, et il faut qu'ils soient facilement manipulables, et enfin une haute bioinertie, c'est-à-dire faible bioencrassement, pour, là aussi, ne pas faire en sorte de boucher ces membranes. Bien là, on va jouer une fois de plus sur la synthèse et la fabrication, avec essayer d'ajuster le rapport des macropores, des mésopores et des micropores. Regardez les micropores interparticules, intraparticules, et voir également la location des pores dans ces différentes sortes de carbone. Donc, par conséquent, ce qui est important, je dirais, à ce niveau, c'est que lorsqu'on va dessiner ces carbones pour ces applications de déionisation capacitive, il y a bien sûr la charge qui est importante, mais il y a le nombre de sites qui va être, relativement important également. Donc c'est ça un peu qu'il va falloir regarder. Alors, des études ont été faites, je dirais même des quantités d'études, et je vais ici vous résumer un peu ce qui s'est fait. Sur ce transparent,
je trace tout simplement la capacité d'absorption en milligrammes de NaCl par gramme d'électrode pour tous les différents carbones. Et vous voyez, on peut jouer sur la morphologie des carbones, sur leur texture, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit qu'à ce jour, eh bien, finalement, c'est les carbones activés, ou les carbones activés, voire les fibres, qui sont, je dirais, les plus performantes. C'est la raison pour laquelle, eh bien, la plupart des supercondensateurs vont utiliser ce type de carbone. Alors voilà, si vous voulez, toute, je dirais, la difficulté en choisissant ces différents carbones. Et vous allez voir que maintenant, il y a eu aussi beaucoup d'innovations dans la conception de ces cellules pour cette déionisation capacitive. Vous allez voir toute une série de configurations de cellules totalement différentes, mais qui vont mélanger faradique, capacitif, et ainsi de suite. Donc voilà, cela mentionné ici. Vous avez d'abord les architectures que j'appellerais électrodes statiques, où ça, c'est l'évolution en fonction du temps. Ça, je dirais, c'est le supercondensateur classique, dans lequel vous avez le flux, vous avez vos deux électrodes à l'opposé. Ensuite, vous avez eu des travaux dans lesquels certains chercheurs ont tenté, pour de meilleures utilisations, d'avoir des flux perpendiculaires aux électrodes. Okay. Ensuite, vous voyez, ici, on retrouve le supercondensateur avec maintenant les membranes échangeuses d'ions à électrodes positives et électrodes négatives. Ici, un supercondensateur asymétrique, dans lequel vous avez une électrode de carbone et une électrode de carbone qui a été modifiée à sa surface par un zéro gel pour augmenter la capacitance. Et enfin, on arrive, ce qu'on trouve également dans toute l'électrochimie classique, des systèmes hybrides, dans lequel maintenant on va mélanger ou on va associer une électrode faradique avec une électrode capacitive, avec une membrane dans ce cas, et vous voyez ici, où maintenant on va prendre un système, je vous ai un peu mentionné auparavant, avec deux électrodes faradiques pour, une fois de plus, augmenter, et je reviendrai sur ce système par la suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est fait pendant pas mal d'années, et récemment, je dois dire, il y a 5 ou 6 ans, eh bien, il y a eu une évolution, dont je vous ai mentionné, je crois, il y a 2 cours, au niveau des batteries, dans les systèmes à flux circulant, lorsque des personnes ont utilisé des encres, c'est-à-dire des systèmes à flux circulant à redox flow. Ils ont fait ça sur les batteries, et systématiquement, la communauté des gens qui travaillent sur les supercondensateurs ont appliqué le même principe. Et c'est la raison pour laquelle, ces 6 dernières années, vous avez vu toute une grosse évolution du même principe, où dans ce cas, eh bien, vous allez avoir des supercondensateurs à flux circulant. Alors vous avez ici un des supercondensateurs. Là, eh bien, vous en avez un autre dans lequel on va utiliser également, dans ce cas, des membranes, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est développé ces dernières années. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, on appelle FCDI, tout simplement, la déionisation capacitive avec flux continu. Et bien sûr, ça permet, bon, comme je disais, une désalination continue, et ça permet automatiquement d'avoir des capacités de désalination qui sont supérieures aux électrodes statiques. Mais bien sûr, le problème, c'est qu'à la fin, on a ces réservoirs, et comment on va retraiter ces carbones. Et là, je dirais, c'est une question qui n'a pas été encore bien énumérée. D'où, comment cela fonctionne? Eh bien, je vais vous en montrer un exemple. Vous avez ici, tout simplement, cette fameuse cellule que je mentionnais, avec, dans ce cas, eh bien, les membranes, et vous avez tout simplement le flux indiqué entre les électrodes positives et les électrodes négatives, comme indiqué ici. Vous avez un schéma de la cellule, à l'échelle plus grande, et vous voyez ici, finalement, la performance, où là, j'ai tracé tout simplement, finalement, la concentration de l'effluent en fonction de la concentration initiale pour différents types de salinité. Et vous voyez, comme je vous l'avais mentionné, lorsqu'on est à des concentrations moins de 10 grammes, eh bien, on a directement un très bon comportement avec, dans ce cas, des possibilités finalement, de purifier fortement ces différentes solutions. Vous avez ici un exemple dans lequel on applique un potentiel de 1 volt. Vous avez la surface de contact et vous avez finalement la capacité initiale, et on termine, dans ce cas, à des concentrations relativement faibles. Alors, on peut regarder ça et on peut tout simplement faire des calculs. Et bien sûr, c'est ce qu'ont fait des chercheurs sur les premiers papiers qui ont été publiés dans ce domaine pour avoir, je dirais, des valeurs relativement considérables. Mais si vous voulez, c'est relativement élégant, mais lorsque vous regardez finalement l'aspect économique de tout cela,
c'est-à-dire finalement que dans ce cas, pour produire 1 mètre cube par heure d'eau, eh bien, contenant 25 millimoles de NaCl, eh bien, il nous faudrait une surface totale de 262 mètres carrés avec un débit de 16 mètres cubes par heure. Et ça, c'est quand même loin d'être pratique. Tout cela évolue, et vous allez voir que bon, on arrive à des points pratiques. Et là, je vous fais finalement une comparaison de l'évolution qu'il y a eu dans ce domaine au cours de ces dernières années. Et on doit noter que grâce à ces différentes configurations de cellules, eh bien, on a pu obtenir des améliorations considérables. Et vous voyez la pente, et durant ces 5 dernières années, eh bien, je dirais les capacités d'absorption ont été multipliées par un facteur 2 ou facteur 3. Cette multiplication est tout simplement due à des passages à des systèmes ou des configurations qui s'écartent du supercondensateur. Vous avez ici directement le condensateur hybride, et vous avez ici le système à flux, comme dont je vous ai mentionné. Tout cela, finalement, indique qu'il y a des progrès qui se font dans ce domaine. Alors pourquoi cela? Eh bien, effectivement, les systèmes à flux sont meilleurs que les électrostatiques, car dans les électrostatiques, vous avez des quantités limitées, tout simplement, d'absorption, alors que si vous avez une encre qui passe en continu, eh bien, vous pouvez directement la charger continuellement, d'où l'intérêt, je dirais, pour ces systèmes à flux. Mais bien sûr, je veux dire, le développement est encore à ses balbutiements. L'ordre de grandeur, la conductivité à l'intérieur de ces électrodes, eh bien là, c'est quand même un problème, parce que vous avez une encre, il faut maintenir cette percolation électronique, ce qui n'est pas facile. Et comme j'ai mentionné, la régénération des particules reste encore non résolue dans ce cas. D'où voilà, si vous voulez, ce qui se fait dans ce domaine. Et tout cela, c'est des recherches qui ont conduit au développement, puisque vous avez des compagnies. Vous avez la compagnie Voltea en Hollande qui a développé ce genre de système. Vous avez ici un système qui est basé sur la déionisation capacitive, ou dans ce cas, d'un point de vue énergétique, eh bien, il faut à peu près 0,1 à 0,2 kWh par mètre cube d'eau dessalée. Il y a également, je dirais à une échelle encore plus grande en Chine, la compagnie S-Water en technologie, qui, comme on peut voir ici, a développé des systèmes relativement conséquents, où là, ça devient du sérieux. On parle directement de 60 000 m3 par jour, voire également d'eau usée provenant des centrales de charbon de 5 000 m3 par jour. Et tout ça, eh bien, c'est basé sur cette déionisation capacitive. Donc, c'est pour vous montrer quand même que, vous avez vu, cette recherche, elle ne date pas de 50 ans, c'est des recherches, je dirais, dans ces dernières 2 décennies, qui ont permis relativement rapidement, grâce à des conceptions de membranes, et ainsi de suite, de développer de tels systèmes. Alors ensuite, bien, il y a d'autres méthodes qui sont en cours, toujours pareil, basées sur différentes sortes d'électrodes, et je voudrais ici vous montrer tout simplement un système qui a été développé pour la désalinisation, basé sur l'utilisation d'une batterie, où, dans ce cas, eh bien, on va avoir, toujours pareil, le cycle en 4 étapes, dans laquelle, la première fois, on fait une décharge. Ça veut dire que durant cette décharge, eh bien, comme vous pouvez voir ici, on va avoir un composé d'insertion, c'est-à-dire que maintenant, les ions ne vont plus aller dans la double couche, ils vont aller à l'intérieur du matériau, et on va, dans ce cas, eh bien, absorber tous les différents ions. Vous allez avoir directement de l'eau salée qui va se transformer en eau douce, vous allez refaire un changement, et on va de nouveau faire une charge, phénomène inverse, et on parcourt ce cycle. Et là, eh bien, on peut, là aussi, récupérer ou purifier ces différents types de flux, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, l'avantage de ces systèmes. Et une fois de plus, l'avantage est lié au fait que, dans de telles électrodes, eh bien, on a tout simplement des capacités faradiques qui sont beaucoup plus importantes que les propriétés, je dirais, d'absorption des supercondensateurs. Alors ensuite, bon, le domaine, je dirais, est ouvert à l'innovation, est ouvert une fois de plus à des systèmes hybrides dont on a déjà mentionné, et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir, je dirais, des concepts relativement élégants. Ici, vous avez tout simplement de la récupération de l'élément de l'arsenic dans de l'eau par, toujours pareil, cette déionisation capacitive, mais là, les gens couplent tout simplement avec un panneau solaire. Tout ça, c'est ce qui se fait. Ensuite, il y a un exemple relativement intéressant qui a été fait
au niveau de la récupération maintenant de l'énergie, où il y a un couplage entre conversion et énergie. Et comme vous pouvez voir dans ce cas, on profite de la salinité d'un gaz directement dans de l'eau, du CO2, avec ici maintenant des électrodes cylindriques qui sont entourées de membranes ioniques. D'où vous avez la suspension de carbone qui va tout simplement passer au travers de ces électrodes, alors que de l'autre côté, eh bien, vous allez profiter de la différence de salinité entre ou différence de concentration ou l'entropie de mélange entre CO2 et l'eau. Et grâce à ça, eh bien, vous pouvez effectivement récupérer cette énergie, comme je le mentionnais ici. Tout ça, je dirais, c'est des développements qui ont lieu, c'est tout simplement des concepts, je dirais, relativement élégants, mais qui sont, bien sûr, qui restent à valider. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire sur tous ces systèmes de récupération, de purification de l'eau. Je voudrais également en profiter pour ajouter à cette section ce qui se fait également au niveau de la récupération du lithium. En effet, si on regarde, comme je l'ai mentionné, quel est le contexte du problème de l'eau, eh bien on peut également regarder le problème du contexte du lithium et la nécessité directement de le récupérer. D'où le lithium qu'on utilise, qu'on a parlé dans toutes les batteries à ion lithium et que vous utilisez en grande quantité, eh bien il faut voir que ce lithium, il se trouve finalement dans le triangle de location qui est en Amérique du Sud, c'est-à-dire entre la Bolivie, la Chili et l'Argentine. Et 75% du lithium eh bien, va se trouver dans des saumures à des hauteurs de 4 mm d'altitude. Et aujourd'hui, la façon de le récupérer est indiquée ici. C'est un procédé qui va engendrer plusieurs étapes d'évaporation et plusieurs traitements thermiques. Et c'est un procédé qui va dépendre des conditions climatiques, bien sûr. Il va également dépendre des quantités d'eau, où il va y avoir très demandeuse en eau, et notamment dans ces régions, l'eau est relativement rare. Donc, par conséquent, eh bien, il faut aussi trouver des systèmes, de méthodes alternatives. Eh bien, vous allez voir que cette méthode alternative va être basée, je dirais, sur le même principe qu'auparavant. Et c'est une méthode d'ailleurs qui a été, je dirais, développée par une chercheuse qui est au Collège de France, qui fait un postdoc, sur la récupération du chlorure de lithium. Alors pour cela, vous allez voir, qu'est-ce que vous voyez ici? Exactement le même dispositif qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire une batterie dans laquelle vous allez avoir une électrode qui va tout simplement insérer le lithium ou le relarguer, et de l'autre côté une électrode qui va, dans ce cas, insérer le chlore ou l'absorber et le relarguer. Et c'est la raison pour laquelle c'est le composé, le spinel, lithium 204, et le polypyrrole, comme indiqué ici. D'où, voilà ce qui se passe, mais bien sûr, dans ce cas, si je fais tout simplement une décharge, une charge, je vais être limité. Eh bien, on va tout simplement appliquer ça et en faire un cycle à 4 temps, si je peux dire une fois de plus, comme il a été fait auparavant. D'où, dans ce cas, eh bien, vous avez les étapes de capture du chlorure de lithium, vous avez les étapes d'échange, l'étape de relargage, et ainsi de suite. Et comme ça, eh bien, vous pouvez tout simplement affiner et tout simplement obtenir des solutions très très concentrées de chlorure de lithium, comme indiqué ici. Et après, je dirais 5 cycles, vous pouvez voir ici qu'on a déjà des quantités de 70% de concentration, avec des cellules qui sont développées, et de plus, comme marqué ici, voilà un peu les rendements qui sont aujourd'hui réalisés dans ce domaine. D'où, là aussi, c'est pour vous montrer que tous ces systèmes que j'ai mentionnés eh bien, peuvent être utilisés. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voudrais vous raconter sur ces systèmes. Et je voudrais conclure ce cours sur l'énergie bleue et la désalinisation, comme indiqué ici, en vous rappelant ce que j'essaie de vous montrer. D'où on a joué finalement entre l'énergie de mélange, l'électricité et la désalinisation. En regardant l'énergie de mélange, on a vu différents procédés, c'est-à-dire le procédé d'osmose retardée, on a vu le procédé d'électrodialyse inverse, le procédé de transport par diffusion osmotique et la récupération via déionisation capacitive et le procédé CAPMIX. Et ça, je dirais, c'est certainement l'innovation la plus récente et la plus conséquente dans le domaine. Au niveau de la désalinisation, eh bien, on a revu ce qui était classique, c'est l'électrodialyse, on a revu l'osmose inverse, très classique, et on avait également maintenant vu les procédés de déionisation par capacité inverse et en tirant profit des membranes anioniques et cationiques pour augmenter les capacités et la sélectivité.
et obtenir des eaux relativement pures. Et enfin, on a également vu les procédés de désalination via une batterie. D'où tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouveaux concepts. Il y a eu beaucoup d'ingéniosité au niveau des systèmes, de la configuration, mais les énergies récupérées, je dirais, au niveau de cette mix énergétique, bien sûr relativement faible et encore à des coûts élevés. Mais là aussi, toutes les recherches, j'espère que vous l'avez vu, sont liées à l'amélioration et au niveau des membranes et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ce cours sur les énergies bleues. Alors finalement, maintenant, si je regarde ce que je vous avais promis il y a de cela au début du février, c'est que je vous avais promis de traiter dans ce cours pas mal de choses. Les batteries, l'interface des batteries, on l'a fait. On a traité les systèmes redox flow. On a également traité, et longuement, les systèmes zinc, MnO2, les zinc AQE, et ainsi de suite. On a traité les énergies bleues aujourd'hui, et je vous avais promis directement de vous traiter aussi ce qui se passe au niveau des recherches actuellement sur le monitoring et l'autoréparation des batteries. Alors, je ne vais pas directement avoir le temps de vous traiter cela, mais je voudrais, dans 4 ou 5 transparents, vous dire un peu ce que ce cours contiendra dans le futur. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je dirais, c'est un grand développement dans le domaine des accumulateurs, dans le domaine général, si je peux dire, de tout ce qui est le stockage d'énergie. C'est qu'on essaie de trouver des techniques non invasives d'autodétection et d'autoréparation, pour des batteries intelligentes demain. Alors, quelques approches et pourquoi on fait ça? Alors, tout d'abord, pourquoi on fait ça? Eh bien, si on regarde aujourd'hui, eh bien, dans tous ces accumulateurs, je vous ai parlé longuement de la fameuse SEI, c'est la Solid Electrolyte Interface, c'est ce qui finalement qui va réglementer la défaillance ou le comportement ou la reliabilité ou la durée de vie des batteries. Et bien sûr, c'est une réaction parasite, d'où qui va être contrôlée par la cinétique et qui va dépendre fortement de la température. Et si on regarde aujourd'hui dans tous les systèmes qu'on a, dans la voiture électrique et ainsi de suite, on va contrôler la température au niveau du module, au niveau du pack, mais on ne le fait pas au niveau de la cellule. Et ça, je dirais, ça a une des conséquences relativement importantes sur la fiabilité, la gestion de la batterie et pas mal d'autres choses. D'où, si on veut contrecarrer tout cela, eh bien, il va falloir trouver d'autres moyens. Ces autres moyens, eh bien, ça va tout simplement d'avoir une meilleure traçabilité de notre système, ça veut dire de la batterie. Ça veut dire qu'en ce cas, il va falloir trouver ou déterminer l'état de santé de la batterie, comme dans le cas des êtres humains. Ce que ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans l'être humain, par exemple, on peut, dans ce cas, introduire une puce pour traiter un patient du diabète et injecter les doses qu'il a nécessaires. On peut, lors d'une opération, utiliser une fibre optique pour, finalement, transmettre l'information de l'intérieur de votre corps à, tout simplement, l'extérieur. D'où, c'est un peu la même chose qu'on va essayer de faire dans ces recherches sur ce diagnostic au niveau des batteries. C'est-à-dire qu'il faut introduire des fonctionnalités de façon à connaître, finalement, ou de rentrer dans la vie privée de cette batterie. Et ça, eh bien, ça va être clé dans les années futures, vu que la batterie devient le cœur, excusez-moi, de notre société. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ou qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on va tout simplement essayer de rentrer des capteurs à l'intérieur de cet accumulateur. Et ces capteurs, eh bien, on va, dans ce cas, je prends ici un exemple des fibres optiques, mais il y en a bien d'autres, dans lequel on va utiliser ces capteurs pour aller finalement sonder les évolutions de température à l'intérieur de l'accumulateur. Grosso modo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller placer plusieurs capteurs à l'intérieur pour avoir une imagerie de la batterie en température. Et cela, bien sûr, va être primordial pour transférer à des systèmes de gestion de batteries avec ce qu'on appelle le BMS. Et grâce à cela, on pourra avoir de meilleures fiabilités. Alors bien sûr, ce qui est important, et la difficulté de ces recherches, c'est qu'on va introduire dans ce cas des capteurs pour améliorer la durée de vie de la batterie. Il faut-il s'assurer que ces capteurs durent encore plus que la batterie. Et ça, si vous voulez, c'est pour ça que autant ces systèmes de capteurs sont bien connus, toute la chimie et toute l'interaction avec directement ces capteurs n'est pas connue. D'où, je dirais, le point le plus important, c'est faire en sorte qu'il y ait une adaptation à l'environnement chimique de la batterie, mais également s'assurer de toutes les contraintes de fabrication de l'accumulateur. D'où c'est ces genres de recherches qui sont importantes.
Alors bien sûr, grâce à ça, grâce à ces capteurs, eh bien, on va pouvoir déterminer l'élément important qui est la température au niveau de la cellule. Mais il y a beaucoup d'autres capteurs et on ne va pas s'arrêter tout simplement au niveau de la température. On pourra tout simplement regarder, dans ce cas, la conductivité, on pourra regarder la SEI, et espérons qu'on puisse suivre la dynamique de cette SEI. On pourra regarder également la concentration des espèces à l'intérieur des électrolytes, et ainsi de suite. Et tout cela, eh bien, on veut tout simplement créer une batterie beaucoup plus intelligente en intégrant des fonctionnalités au niveau de la cellule et du pack. Au résultat, eh bien, on pourra avoir une meilleure utilisation de la batterie, puisqu'on va pouvoir, dans ce cas, déterminer quelles sont les bornes en potentiel ou en courant qu'on peut utiliser. On pourra déterminer son état de charge, son état de santé, d'où par conséquent assurer sa pérennité. On pourra doubler sa durée de vie, améliorer la sécurité et avoir des systèmes beaucoup plus compatibles. D'où c'est ça qu'on veut faire. Et bien sûr, si on fait tout simplement ce diagnostic, comme dans le domaine de la médecine, si vous allez faire un diagnostic, c'est un diagnostic. Si vous avez une tumeur, bien la tumeur, on ne va pas vous dire vous avez une tumeur. On va essayer de la guérir. Et bien c'est pour ça que couplé à cela, aujourd'hui il y a des recherches qui se lancent sur l'autoréparation des batteries, avec, dans ce cas, essayer tout simplement d'aller récupérer les éléments défaillants. Et là aussi, c'est rien de très surprenant de refaire cette analogie avec la médecine, pour la bonne et simple raison que si on regarde, toujours pareil, ces matériaux d'électrode et cette fameuse SEI, c'est-à-dire une fois de plus cette couche qui se dépose sur la surface, eh bien, c'est elle qui va tout simplement contrôler la vie de cette batterie en autorisant ou empêchant le transfert de lithium. Et vous regardez tout simplement dans le corps humain, lorsqu'il y avait des artères bloquées par le cholestérol, eh bien, ça empêche la circulation du sang. D'où, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Eh bien, on va tout simplement essayer d'opérer de la même façon, c'est-à-dire de dessiner des molécules que l'on va pouvoir tout simplement, par divers stimulus, les envoyer au secteur défaillant de la batterie. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle la vectorisation. Et bien sûr, pour cela, eh bien, il faut, je dirais, changer de discipline ou amener des communautés totalement différentes, et c'est ce que nous sommes en train de faire dans certains programmes aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc voilà, si vous voulez, ces recherches qui se font, et quel sera, ou quel est mon rêve pour la batterie dans 20 ans? Eh bien, il est ici. C'est-à-dire qu'en 20 ans ou en 30 ans, eh bien, vous aurez tout simplement sur l'accumulateur, en dehors des électrodes positives et négatives que vous avez aujourd'hui, vous allez avoir d'autres sorties analytiques pour avoir un détecteur et un actionneur. Ce qui fait qu'en ce cas, eh bien, on va suivre, on va détecter la défaillance, on envoie directement dans ce cas un signal au BMS, et ce BMS eh bien, va tout simplement aller envoyer un stimulus pour déclencher soit la molécule autoréparante et ainsi de suite. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement intégrer les fonctionnalités de détection et les fonctionnalités de réparation. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on est en train de faire, mais vous devrez attendre encore un peu avant que je vous raconte toutes ces histoires là-dessus. Donc sur ce, eh bien, je voudrais ici terminer mon cours et conclure ce cours en vous remerciant pour votre attention et pour votre assiduité. Mais ce cours n'est pas encore terminé, puisque vous avez un brillant orateur qui va suivre, et qui est Alexander Kuhn, que vous connaissez, puisque l'an dernier, il était venu nous donner un exposé également, et qui, cette année, va nous parler de design rationnel des matériaux poreux pour des applications électrochimiques. D'où, Alexandre, c'est à toi.